Merci à tous d'être venus ce soir. Vis-à-vis a été fondé en 2014 par plusieurs jeunes architectes qui, en sortant de l'école, avaient constaté un manque de liens, un manque de connaissances, des problèmes, des choses qu'ils ont découvertes sur le tas dans leur métier. Et ils se sont dit que ces choses-là, elles avaient déjà été vécues par les anciens architectes, ceux qui sont déjà établis sur le marché, et qu'il n'y avait pas un discours, un dialogue, un échange entre les jeunes générations et les anciennes générations. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'il y avait un moment où il fallait créer ce dialogue, recréer ce lien. Et tout le but de l'ISAVI, c'est de créer du lien entre les jeunes diplômés, les étudiants, et les architectes qui ont déjà une pratique, que ce soit atypique, comme Marjorie, comme Jérémy, ou des architectes qui sont en agence. Donc dans ce biais-là, notre action, c'est surtout d'organiser des conférences, comme ce soir, organiser aussi la cérémonie de diplôme à la fin de l'année, en juin. Eux, ils ont une action qui est de défendre le métier. Je voulais aussi remercier le syndicat des architectes de nous accueillir ce soir ici. Eux, ils ont une action qui est de défendre le métier. Ils font la promotion de l'architecture. Ils se battent avec la mairie. Récemment, c'était par rapport aux écoles. Donc, ils ont une grande action. Et je les remercie de nous avoir accueillis ce soir. Je voulais présenter Marjorie Lebec, qui est tailleuse de pierre. Elle a été diplômée de l'ENSA Marseille en juin 2017. Et elle a ensuite pris la décision de suivre une formation de tailleur de pierre, ce qui lui a permis de découvrir le métier et de se trouver sa voie. Elle obtient le titre professionnel en 2018, c'est l'équivalent du CAP, à Brignoles. Et ensuite, elle obtient le brevet professionnel de tailleur de pierre des monuments historiques en 2020. Ensuite, pendant 5 ans, elle a eu l'occasion de travailler dans différents coins de la France, entre la Normandie, la Bourgogne, Toulouse et aujourd'hui Nantes, dans le but de voir la diversité du métier entre les monuments historiques et des ouvrages plus contemporains en pierre. Elle a commencé en septembre 2021 son tour de France avec la Fédération compagnonique. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Jérémy Laine, qui lui, après son diplôme en 2016, abandonne une thèse sur les questions de rapprochement entre humain et nature pour sillonner la France sur la route des chantiers participatifs. Il s'est rapproché du terrain, a respiré la sciure, a trempé les pieds dans la terre et a senti le poids des pierres. À travers ce voyage, il nous parlera de ces rencontres sauvages qui ont modifié sa façon d'aborder le monde de tous les jours et l'architecture pour toujours. Du coup, comme Quentin m'a présenté, donc moi je suis tailleur de pierre depuis, on va dire 2018 officiellement, avec l'obtention de mon CAP. Donc là ce soir, moi je vais vraiment vous expliquer un peu tout mon parcours, mes formations, ce qu'elles m'ont apporté, ce que m'a apporté mes 5 ans d'études, à l'école d'archi. Et comment, en mixant tout ça, on arrive à quelque chose où maintenant je me retrouve pas mal dans mon métier et moi j'ai trouvé quelque chose qui me plaît et puis je laisse toujours la porte ouverte aux différentes opportunités qui peuvent arriver d'un peu partout, quoi. Donc, comme on disait, donc 2017, voilà, j'obtiens mon diplôme à l'école. 2018, j'ai mon titre pro. Et 2020, j'ai le BPMH. Je vais souvent dire BPMH parce que bon, c'est un peu long de dire l'intégralité du titre. Donc moi, en fait, tout est parti de là. Donc, alors la photo date, je sais pas s'il y en a, j'ai pas vu grand monde dans la salle, mais voilà, ça remonte. Donc c'était en 2014, c'était le stage ouvrier à l'association des Compagnons du Devoir, donc qui avait été mis en place c'était en place depuis quelques années déjà, et en fait ça remplaçait le stage ouvrier de licence. Enfin, c'était une possibilité du stage à l'école. Et en gros, on passait 2 semaines à l'école, dans la maison des compagnons, où donc nous, l'année où on y était, c'était vraiment 2 semaines où on faisait un apprentissage de la maçonnerie. Donc, pose de parpaing, enduit, piliers en briques, on avait fait une paillasse d'escalier, etc. Et en fait, les soirs, on était avec les différents itinérants et les jeunes qui apprenaient le métier, et ils nous expliquaient leur métier, ils nous faisaient des petites démos, enfin voilà.
on a pu un peu goûter à tout. Moi, j'ai eu envie de changer à peu près 15 fois de métier pendant ces 2 semaines, parce que c'est assez... Enfin voilà, ça apporte une ouverture qui est assez énorme, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, et à partir de là, j'ai eu la petite idée de voilà, je voulais faire une formation pro. Et puis c'est vrai que nous, le soir où la tailleuse de pierre qui nous avait présenté le métier, elle nous l'avait expliqué avec des étoiles dans les yeux, avec des photos qui donnaient tellement envie que voilà, c'est de là que ça a germé. Donc, je reviens juste sur quelques petits boulots de l'école. En fait, moi, du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur le métier, tout ça, sur si vraiment je voulais continuer dans l'architecture pure et dure, on va dire. À partir de la deuxième, troisième année, voilà, ça incorpore des choses, des questionnements, etc. Et donc, c'est vrai que quand je suis partie pour le master, j'avais un peu... Voilà, j'avais ce master-là en l'occurrence qui me faisait de l'œil, dans le sens où travailler la matière, vraiment partir plus d'une démarche plus abstraite, donc voilà, retirer 20% de matière, je crois, dans le cube, donc repartir sur une démarche purement géométrique et à base de la matière. Donc concrètement, en fait, pendant un semestre, je me suis retrouvée à couler des kilos et des kilos de plâtre dans mon 9 mètres carrés à la Cité U. Donc j'en ai certains qui s'en souviennent encore, et parce que là, voilà, c'était mon rendu maquette ici là. Et faut se dire que je crois que j'avais pas sorti tous les échantillons, mais j'avais des caisses de petits cubes de 5 par 5 avec tout et n'importe quoi dans le plâtre, et j'étais arrivée à des choses un peu voilà, qu'est-ce qui se passe quand on met du thé dans du plâtre? Il s'oxyde. Donc il sort tout vert du moule et puis après il devient brun. C'était assez étonnant à voir le processus, tout ça. Et au second semestre, c'était pareil, j'étais restée vraiment dans le côté vraiment géométrie. Enfin voilà, j'avais choisi des studios de projet qui s'y prêtaient bien. Et moi, c'est vrai que c'était une année où j'avais un peu besoin de ça, quoi. Donc voilà, c'était tout le travail de maquette, avec toujours mes maquettes en plâtre qui m'ont suivi jusqu'au diplôme. Après, moi en licence, j'étais beaucoup plus axée sur la représentation dessin du projet, et c'est vraiment la transition en master. Je suis vraiment partie quasiment, je faisais tout par la maquette. Voilà. Et en fait, moi, je gardais toujours dans le coin de la tête la petite idée de partir faire une formation pro après le diplôme. Et c'est vrai que pendant le diplôme, j'étais avec Passerelle, je bossais en alternance dans une agence. Et c'était vraiment cette sensation de sortir de l'école et de se dire en fait je ne sais rien du tout. Et j'ai eu la chance de me faire trimballer un peu sur tous les chantiers et de me dire le vide intersidéral, quoi. Donc ça m'a un peu renforcé aussi dans ce côté de faire une formation professionnelle vraiment de l'autre côté de la barrière, on va dire, de mettre les mains dans le cambouis. Et en fait l'été 2016 du coup, donc juste avant le diplôme, je suis partie faire une semaine de workshop à l'atelier de la pierre d'angle où j'étais en formation après. Et parce qu'en fait, il y avait un architecte italien, Giuseppe Falacara, qui faisait à peu près tous les étés, je crois, ou tous les 2 ans, un workshop là-bas. Donc lui, il est très dans l'expérimentation avec la pierre. Donc je vous ai mis 2-3 trucs après. Et en gros, c'est vrai que moi j'ai débarqué, donc le formateur, il savait pas trop quoi faire de moi parce que ils étaient occupés à faire le workshop sur le truc. Moi, j'avais pas les connaissances techniques pour faire ça, et en fait, ils étaient en train de travailler sur le tracé du 3e réseau, je crois. Donc, vous l'avez vu sans doute sur les communications de la conférence, mais sur le 3e réseau gothique de l'abbaye de Saint-Vendry. Et en fait, pendant une semaine, j'ai tracé ça. Et donc, concrètement, quand on passe 5 ans à faire des plans au 100e, au 50e, et qu'on arrive à faire ça à l'échelle 1, le truc, il fait 4 mètres de portée et 3 mètres de haut, et ça va être réalisé, ça va être posé, c'est assez, franchement, c'est cool comme expérience. C'est très, très cool. Et donc, concrètement, voilà. Donc là, la semaine de workshop, c'était le travail sur, donc, la capsule. Hop, la capsule ici. Donc il y avait Giuseppe Falacara, c'est la personne qui est ici. Donc ça, c'était un autre prototype qui avait été fait en 2009-2010, je crois. Et en fait, par exemple, ça, il en a construit, avec l'arche. Ici, il a construit un bâtiment qui reprend ce système-là avec plusieurs travées d'arcs comme ça.
Et il était accompagné de José Palacio, donc lui c'était un prof de l'école polytechnique de Madrid qui organisait des masters sur l'étude des ouvrages gothiques. Et donc par exemple, en fait le travail de l'année c'est qu'il réalisait en plâtre des ouvrages gothiques et après il les chargeait avec des sacs de chaux de plâtre pour tester leur résistance. Et en l'occurrence, ils avaient fait ce prototype échelle 1 dans l'atelier, quoi. Donc voilà, moi avec ce workshop, en gros, j'ai gardé contact avec donc le formateur et directement après le diplôme, j'y suis partie. Donc voilà, globalement l'atelier. Donc en gros, là où j'ai fait ma formation et là où ensuite j'ai travaillé pendant mon brevet pro. Donc on voit ici en fait tous les murs sont occupés par des épures. Donc là, on a les épures de réseau qui restent toute l'année parce qu'on bosse dessus toute l'année. Et ensuite, on a d'autres murs qui sont sur les côtés où on va faire les épures pour la formation, les épures pour d'autres ouvrages. Et donc ensuite, tous les tasseaux. Donc là, bon, c'était un sacré souk. Mais concrètement, en atelier de taille de pierre, c'est assez rarement bien rangé. Hein. Donc premier exercice, quand on sort de l'école, le six-faces, le parpaing, qu'on a ici. Et ça, concrètement, on peut y passer facilement 2 semaines. C'est comment faire un bloc de 6 faces, d'équerre, plan, c'est mieux. Et donc, en fait, c'est comment apprendre le geste de la taille de pierre, comment maîtriser la base des outils, donc le ciseau. Donc là, sur la photo, en l'occurrence, on est déjà au ciseau. Le ciseau, comment faire une surface plane, comment faire en sorte de savoir que sa surface est plane, etc. Donc ça, c'est la base du métier. Et en gros, le premier mois, on va manger que de ça, tout à la main. Et puis le but, c'est de commencer à maîtriser un petit peu la base. Et une fois qu'on a un petit peu la base, parce que là, c'est un truc qui on le chope pas comme ça en 2 jours, quoi. Parce que c'est surtout que moi, je sortais des 5 ans d'études, concrètement, pendant 2-3 semaines, j'avais les mains en sang, tout ça, c'était super. Les petites mains qui font de la maquette, c'est pas exceptionnel pour faire de la massette et du ciseau ensuite. Mais voilà. Ensuite, on partait sur un projet commun. Donc moi, en l'occurrence, quand j'étais en formation, on était 7 au début. On a fini à 5. Et c'était de réaliser, en fait, un ouvrage commun qui prenait toutes les bases du métier, donc maçonnerie traditionnelle, donc mur en moellon, et ensuite différents ouvrages en pierre qu'on allait réaliser, qui allaient nous amener toutes les petites choses qu'on allait utiliser constamment ensuite dans le métier. Donc alors on n'avait pas tout fait, on avait dû faire à peu près à partir d'ici, quelque chose comme ça. Tac. Ce qu'il y avait avant, c'était une session précédente. Et en fait, pour arriver à ça, on va commencer à se frotter au dessin à l'échelle 1, à l'épure. Parce que nous, concrètement, en taille de pierre, s'il n'y a pas d'épure, y a rien. Parce que la taille de pierre, c'est vraiment du principe de tracé géométrique. Parce que si on commence à sortir du trait et de la géométrie, on part vers la sculpture, quoi. C'est nous, on est dépendant de ça. C'est ça qui va nous permettre de sortir nos gabarits de taille. Donc ici, par exemple, c'est comment on arrive à obtenir un rond, ça va être les différentes coupes qu'on effectue, etc. Donc voilà, on apprend ce principe de faire des épures, de faire nos dessins. C'est on n'arrive pas avec un bloc, c'est on anticipe le travail. Et notamment anticiper le travail, ça passe par préparer ses blocs. Donc nous, on avait des postes de débiteuse, donc on apprend à utiliser ces machines-là. Donc ici, on a un fil avec carbo, si je prends ma souris. Donc là, on le voit pas bien sur le truc, mais ici, il y a un câble en acier. Et en fait, on a un circuit d'eau qui passe. C'est pour ça que la pierre dégouline. Ici, on a le circuit d'eau ici qui apporte de l'abrasif. Et c'est ça qui va nous couper nos pierres. Et on coupe des pierres dures avec. Ça prend du temps, ça fait mal aux oreilles parce que ça siffle bien, mais on coupe ce qu'on veut. Et on avait aussi un petit plateau de débiteuse comme ça, toujours à l'eau. Et en fait, avec ça, on pouvait préparer tous les blocs dont on avait besoin. Donc concrètement, la base, on avait appris à faire un bloc d'équerre et puis maintenant, on allait faire un cylindre, quoi. Donc la colonne. Donc je vous ai pas mis les pierres finies parce que je me suis dit c'est plus intéressant de voir les différents tracés qu'on peut faire pour aboutir justement au résultat final une fois posé.
Donc là, voilà, en fait, nous, on fonctionne par retrait de matière successif, c'est-à-dire que, pour faire une sphère, on part d'un carré, ensuite on passe à un octogone, après à 16 côtés, 32 côtés, etc. C'est vraiment, on va faire plein de coupes successives pour arriver à une forme propre à la fin. Donc, la colonne où on reste sur des faces droites et planes, et ensuite comment faire, par exemple, avec une moulure sur une forme circulaire. Donc là, c'est pareil, retrait de matière successif. Et là, ça nous entraîne justement à faire beaucoup travailler l'œil, parce que nous, quand on fait des choses comme ça, donc on a une moulure, on a des traits à suivre, et en fait, on va dégauchir, c'est-à-dire qu'on doit relier un point à un autre. Et pour ça, en fait, on utilise énormément l'œil, c'est-à-dire qu'on place un outil sur le trait qu'on doit générer sur notre caillou, et c'est en reliant les deux points, donc on se fait un petit tracé, qu'on obtient tous les traits ici, là. Tous ces traits, c'est obtenu à l'œil. Mais en fait, ça génère un plan. Et puis, au fur et à mesure, donc les cailloux, on va de complexité croissante, on va dire. Et puis, c'est comme ça qu'on progresse. On voit les différents cas de figure, etc. Le but, c'est vraiment de survoler la chose de sorte à ce qu'on soit pas, si jamais, par exemple, là, par exemple, les petites pointes de diamant, les choses comme ça. Ça, voilà, c'est quelque chose. Au début, on se dit, comment on l'apprend, tout ça, et puis une fois qu'on l'a fait, c'est beaucoup plus simple. Et donc, une fois qu'on les a taillés, on va attaquer la pose. Donc, là, concrètement, ça va être préparation de mortier, mur en moellon, pose des éléments, comment les éléments, on va faire en sorte, comment on les règle, par rapport à quoi on les règle. Donc, c'est là que notre épure revient. Parce que du coup, tous nos réglages, tous nos codes sont pris sur épure. Et donc là, c'est là qu'il faut être précis. C'est quand on commence à poser les premières pierres, parce que si les premières sont ratées, ça complique les choses ensuite. Et donc là, concrètement, nous, c'est à la fin du titre professionnel, c'est ça qui est demandé. Donc là, c'est un des examens qui est possible. Nous, c'était l'entraînement, je crois. Je crois que c'était celui-ci, l'entraînement. Donc concrètement, en fait, on nous demande de bâtir un mur en moellon. Tac, mur en moellon, enduit traditionnel d'un côté, donc 3 couches, et pose de lancis avec une pierre de taille. Globalement, un titre professionnel, c'est ça qu'on attend. Et en même temps, on doit fournir aussi petit dossier sur tout ce qu'on a appris dans l'année. Donc après, s'il y en a qui veulent le feuilleter à la fin, il est là. Je l'ai ramené pour ça. Et en fait, moi, c'est sur cette formation que je me suis dit, en fait, au bout de 2-3 mois, c'est pas mal la taille de pierre. Du coup, c'est vrai que je me voyais pas revenir après en agence ou quoi. Et je me suis dit, c'est le moment, en fait, je suis lancée, je vais continuer, quoi. Donc bon, après, à ce niveau-là, mon formateur m'a dit, ouais, ok, y a pas de problème, tout ça. Mes parents, c'était un peu plus compliqué derrière, parce que, voilà, la pilule a eu un peu de mal à passer, mais bon, au bout d'un moment, quand ils ont vu ce que je faisais, ils se sont dit, ouais, peut-être. Mais bon, voilà. Et donc, dans cette formation aussi, on apprend, on parlait d'épure, et derrière les épures, il y a tout ce qui est stéréotomie. Donc, stéréotomie, nous, c'est l'art de la coupe des pierres, et en gros, nous, ça passe par ça. Donc, nous, concrètement, tout ça, c'est nos ouvrages de référence, c'est nos bibles, on va dire. C'est des sujets qu'on va voir. Moi, en l'occurrence, j'avais un jour par semaine, on faisait que du tracé. Et on faisait des choses comme ça. Donc, arrière-voussure de Marseille. Ouais, normalement, ça devrait parler un peu. Arrière-voussure de Saint-Antoine, etc. Et en fait, ça, c'est des cheminements qui, une fois qu'on a compris le principe de la géométrie, de comment on fait tourner des points, des rabattements, parce que ça, c'est ce qu'on fait pour obtenir tous nos gabarits de taille, tous nos panneaux, etc. C'est vraiment à partir de ça. Donc, sur une épure, on ferait exactement le même boulot, mais à taille réelle, quoi. Et c'est vrai que moi, à ce niveau-là, j'ai vu que l'école d'archi, ça m'avait quand même beaucoup aidé, parce que j'avais déjà moi, j'aimais beaucoup le dessin. J'avais fait en master, j'avais fait le monitorat géométrie, tout ça. Et c'est vrai que la géométrie, c'est un truc, pour moi, c'est un gros jeu, quoi. Donc, moi, c'est vrai que je me suis découvert ce petit truc que le dessin, moi, c'est ma grande récréation, c'est un peu mon petit domaine de jeu. Moi, c'est un peu mon point fort dans le métier, quoi. Et donc, on en arrive là. Donc, l'abbaye de Saint-Mandry, en Normandie. Et en fait, c'était un chantier d'insertion qu'avait l'atelier de la pierre d'angle.
Donc voilà. Concrètement, c'est un chantier qui a duré 5 ans. On en faisait un par an. Et moi, c'est un peu ce chantier qui m'a lancé sur le métier. Et je voulais vraiment pouvoir y participer. Mais en fait, le fait d'avoir fait la formation de taille de pierre directement après le diplôme faisait que je rentrais pas dans les critères d'insertion. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait le BPMH, parce que je passais en apprentissage. Donc du coup, c'est parti pour le BPMH, quoi. Et concrètement, après les cours, enfin entre les sessions de cours, je travaillais là-dessus. Donc on en revient à ça. C'est-à-dire que dès que j'ai fini le titre pro, en fait, il m'a lancé là-dessus. Donc les purs qui visent à faire toute la réalisation, la pose, tout ça. Et il m'a dit, tiens, je te donne ça c'est le relevé, et maintenant débrouille-toi. Là il me fait, t'as le modèle, donc les purs qui avaient servi pour le tout premier réseau, t'as le modèle, débrouille-toi avec. Et là j'ai fait, bon, d'accord. Donc j'avais quand même un support AutoCAD, on partait de ça. Ici, en fait, on avait un relevé photogrammétrique de la galerie. Donc là, c'était toutes les galeries avant qu'on intervienne, qui me permettait de récupérer l'arc ici, donc qui est en vert au-dessus. Et donc, en fait, l'arc vert, l'arc existant, nous, c'est notre base ensuite de travail pour tracer l'intérieur. On fait un peu notre cuisine et puis on arrive à se débrouiller. Mais concrètement, une des difficultés, c'est qu'en fait, le bâtiment a bougé, donc on part pas sur des tracés qui sont réguliers. On part sur un arc qui est complètement déformé. Donc, par exemple, là, à droite, ici, à droite, j'ai 3 arcs de cercle différents pour tracer mon arc complet. Et par exemple, ce qu'on voit pas trop, c'est que ici, mes 2 arcs sont pas parallèles. C'est-à-dire que j'ai vraiment une différence pour rattraper la déformation de l'existant, quoi. Donc on en revient à ça. Ça, c'est vraiment la base. Et puis après, on fait notre cuisine à l'intérieur, on aménage tout. Et les purs, en fait, c'est vraiment, si l'épure est fausse, quand on arrive sur le chantier et qu'on pose, ça marche pas. Donc ça fait 1 an de boulot à mettre à la poubelle parce que la personne qui a fait l'épure s'est plantée. Ça n'est pas arrivé. Ça a fonctionné. Mais bon, une fois que c'est posé, on respire un peu mieux. Voilà. Donc nous on taillait sur Brignoles et ensuite on montait pendant 1 mois en Normandie et on posait nos pierres. Donc du coup on taille forcément avec la pierre de l'abbaye, donc c'était la pierre de Vernon, qui est déterminée par ces grosses poches de silex en fait. Donc quand on tombe dessus, qu'on taille, ça peut être marrant comme ça peut être embêtant parce que ça peut générer pas mal de faiblesse dans la pierre et ça peut entraîner pas mal de casse. Et c'est là qu'on en arrive à la taille. Donc là, moi, c'est mon premier caillou quand je suis sortie de titre pro, voilà. Donc en fait, l'avantage de faire le BP là-bas, c'est que moi, c'était vraiment un prolongement de ma formation. C'est-à-dire que j'allais apprendre à utiliser disqueuse, outils pneumatiques et tout ça, sans forcément être dans un cadre d'entreprise, on va demander plus de rendement, etc. Donc c'est vrai qu'on c'était un peu la belle vie, du beau boulot, et puis pas forcément trop de monde qui met la pression derrière pour aller vite, quoi. Ça, c'était pas mal. Donc voilà, nous on part de blocs comme ça. Donc ici on voit au-dessus l'espèce de calque, nous on appelle ça de la chablonite, et c'est ça qui nous sert de gabarit. Donc comme ça on va sortir notre forme capable dans laquelle va rentrer notre bloc, et ensuite c'est tout le travail de moulure qui va arriver. Donc tout ce qui est tracé ici, c'est mes axes, et c'est à partir des axes qu'on travaille dans le gothique. C'est les axes, c'est le truc qu'il faut qu'on garde tout le temps. Donc on arrive comme ça, tac. Là c'est les premiers décaissés. Là ce qu'on voit ici, c'est les ciseaux pneumatiques. Donc nous on appelle ça plus communément un pétard. Bon, voilà, ça pétarade un peu, c'est tout. Et en fait, petit à petit, on reprend le coup de, on fait des retraits de matière successifs. Si on commence à enlever de la matière partout en même temps, à un moment on est perdu et c'est pas que c'est foutu, mais on se perd tout seul, quoi. Donc nous, voilà, c'est vraiment, faut être rigoureux et faut à chaque fois qu'on enlève la matière, on enlève vraiment jusqu'à notre trait, tout ce qu'il faut, quoi. Si à chaque fois on se laisse du gras, à la fin il y a du gras partout. Bon, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, ça c'est un peu parmi les différentes pièces que j'ai taillées. Donc là on voit ici, j'avais eu de la chance, j'avais une pierre qui était vraiment au top, superbe, elle était
super homogène, etc. Et puis là, on voit les problèmes que le silex ça peut causer. Faut se dire que concrètement, tout ça là, toute la partie, donc le redent, j'ai tout le redent qui était fragilisé. Donc en fait, à un moment, on a fini par le faire tomber pour faire des greffes. Donc quand on greffe, on fonctionne comme une voûte et comme un arc, et on va tout claver de sorte à ce que ça tienne d'une autre façon. Mais c'est vrai que nous, c'est le principal souci qu'on a eu avec cette pierre, quoi. C'est qu'il y avait des faiblesses un peu partout, et bon, après on se débrouille, quoi. Mais c'est un peu frustrant parfois de se dire faut le casser parce que sinon ça va tomber sur le chantier. Parce qu'on a eu le cas une fois où c'était tombé sur le chantier juste à la dépose, une fois que tout était rangé, ça fait un peu mal au moral. Donc une fois que toutes les pierres sont taillées, nous on assemblait tout à sec en atelier. Donc on se posait et pendant une semaine on assemblait tout pour vérifier qu'il n'y ait pas de trop gros problèmes, on va dire. Donc ça c'est vraiment la phase de vérification parce que mine de rien après on se faisait 1200 km de voiture, donc valait mieux que ça tombe bien sur place, quoi. Hop, on met tout en caisse. C'était important de tout bâcher parce que comme nos pierres étaient coulées au plomb, fallait pas qu'elles soient humides. Fallait pas qu'elles prennent l'eau du tout. Donc tout bâcher, tout protéger, puis ça partait en transporteur. Hop. Après, voilà, on arrive en Normandie, on installe tout, on déballe tout. Bon, alors là, c'était la petite anecdote, mais en gros, toutes nos pierres, on les mettait dans les caisses, tout truc de protection, on mettait tout avec du foin. Parce que le polystyrène avait tendance à voler un peu partout et les moines aimaient pas trop ça. Donc voilà, c'est mise en place dans le cloître, installation du chantier, puis mise en place de l'échafaudage. Alors du coup, je vais pas vous mettre 15 000 photos du chantier. Quand on a posé le 5e, on avait des petites GoPro. Et du coup, on a filmé un peu toute la pose. Donc du coup, je vais vous lancer la vidéo. Ce sera encore... Donc là, j'ai 2 petites vidéos, donc 2 minutes à chaque fois à peu près. Sur tout le chantier en fait. De comment on implante, donc avec nos meneaux ici. Donc les meneaux, c'était vraiment les premières pierres qu'on posait, jusqu'à la fin, concrètement. Donc là, on va voir tous les réglages, etc. C'est vraiment... ça survole un petit peu tout. Ça évite d'avoir le côté très défilement, etc. Donc là, on montait vraiment assise par assise. C'est un peu un des avantages du plomb, c'est que le fait de couler au plomb, on peut enlever les étaiements au fur et à mesure. On a juste à garder comprimées les pierres qui sont dans le mur sur le côté, mais au milieu, on peut enlever les tubes au fur et à mesure, quoi. Parce que là, c'est des ouvrages... En fait, le plomb permet que tout rentre, tout forme une unité, même si on n'a pas encore posé toutes les pierres, quoi. Donc là, concrètement, c'était la Normandie au mois de janvier, hein. Donc, il fait frais. Donc, bosser en hiver, généralement, ça pose un peu de problème en termes de mortier quand on utilise de la chaux, etc. On commence pas à faire du mortier le matin à 8h, on attend plutôt midi, 13h quand il fait pas -5, quoi. Mais voilà. Donc là, c'est un peu tout ce qui va être manutention, etc. Et en fait, concrètement, les équipes changeaient à peu près tous les ans, vu que c'était critères d'insertion, donc c'était limité à des contrats c'était 3 ou 4 contrats de 6 mois, je crois. Donc à chaque année, il y avait du renouvellement, et chaque année, il y avait quand même 2-3 anciens qui avaient participé à celui d'avant. Donc forcément, il y a toujours des techniques. Quand à un moment, on n'a plus de palans pour lever les pierres, comment on peut faire pour mettre la pierre en place sans forcément se casser le dos, etc. Donc bon, parfois sur les dernières notamment, là, celles qu'on est en train de poser, on se pose, pendant 2-3 heures, on est là avec notre système, on se dit, on y va pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, etc. Bon, on se pose la question, au bout d'un moment, on y va, ça se met en place en 2 minutes, et on se dit, bon, on a mis le temps, mais ça valait le coup. Hop. Et donc là, c'est pareil, petite vidéo qui avait été mise en place quand on posait le dernier, parce que du coup, nous, l'atelier de la pierre d'encre, c'était les apprentis d'Auteuil, donc il y avait eu un petit truc de communication autour de ça. Et comme ça, en fait, dans cette vidéo, c'est surtout qu'on voit un peu tout ce qui va être couler les joints au plomb, c'est un peu plus...
voilà, c'est des détails en plus, mais puis la vidéo est sympa, qui est disponible sur YouTube. Mais voilà, c'est des trucs qu'on voit pas forcément. C'est à savoir que le chantier, du coup, c'est l'abbaye se visite. Quand on était en chantier, il y avait plus de visites dans le cloître à ce moment-là, quoi. Parce que quand on coule du plomb et que les gens passent en dessous, c'est pas super. Donc là, en fait, on voyait juste avant, c'était les joints en argile pour couler le plomb. Donc parfois, on avait de la reprise sur place quand il y avait des petites différences dans l'existant, tout ça. Voilà, donc là, c'est le plomb qui est en train de fondre. Donc un réchaud, ça suffit. Hein. Et on avait la grosse louche pour envoyer un peu partout pour couler les joints, quoi. Parce que l'avantage de l'argile, c'est qu'en fait, le plomb, il pointe direct. Et en fait, l'argile s'enlève toute seule après. Donc ça, c'est vraiment royal. Bon, après, il y a un peu de nettoyage à faire, mais concrètement, c'est un peu un des avantages, quoi. Puis le plomb, il se travaille assez facilement quand il y a des surplus, tout ça, ça s'enlève bien. Et ça, il y a une élasticité dans le joint qu'on n'a pas forcément avec la chaux. Donc voilà, toujours. Donc voilà, moi, en fait, l'année où j'ai fait le BP, donc c'était le 5e et le dernier qu'on posait, quoi. C'était vraiment la fin de chantier. Donc quand on voit les 5 galeries qui sont remplies, voilà, on est content à la fin, quoi. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai bossé 2 ans sur cette abbaye et puis à la fin, il y a quand même pas mal de liens qui se créent parce que il y a une trentaine de moines, donc on voit toujours les mêmes et puis ça casse un peu des trucs. Au début, la première fois qu'on y va, il y a une petite appréhension. Moi, je suis athée, comment ça va se passer, les moines, tout ça. Et puis en fait, ça se passe toujours super bien. Et puis on fait des super rencontres. Moi, je suis devenue amie avec une sœur de Montmartre, tout ça. Enfin bon, il y a des rencontres improbables et franchement, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Bon voilà, au mois de janvier, il faisait pas chaud, mais voilà. Puis il y a toujours une petite. C'est cool de voir le projet de A à Z, quoi. On se dit là, j'ai vraiment dessiné le bébé et puis je pose les dernières pierres, quoi. C'est une petite consécration. Donc du coup, moi, je faisais ça pendant mon BPMH. Donc quand j'étais pas à l'atelier ou sur le chantier, j'étais en cours, quoi. Donc concrètement, le BPMH, c'est axé monument historique. Et donc pareil, tous les exercices de taille qu'on a là, c'est des exercices que j'ai réalisés pendant le BP. Donc c'était de la taille tout à la main. Donc pas de pneumatique et pas de disqueuse, pas de chemin de fer non plus. Et à côté de ça, on avait un gros travail sur l'apprentissage du relevé dans le monument historique. Donc qui va être là. Donc relevé manuel. Donc là, j'ai ramené quelques dessins que j'ai réalisés pendant le BP. Donc comme ça, à la fin, si vous voulez voir aussi. Donc en fait, c'était ça. C'est comment relever un ouvrage qu'on doit changer, parce qu'il il est en partie détruit, etc. Comment le relever pour pouvoir le redessiner derrière et ensuite l'envoyer en atelier. Donc on apprend tout ce qui est codification du tracé, etc. Et moi, à côté de ça, c'est vrai que à l'école, j'avais une petite initiation à photogrammétrie. Et en titre pro, j'avais mon formateur qui m'envoyait faire pas mal de relevés. Et au début, c'est le petit truc, tu sais, il y en a, ils prennent des photos, ça leur fait une 3D, tout ça. Je fais, je vois à peu près comment on fait. J'ai pas trop eu l'occasion de tester la chose, mais voilà. Donc moi, c'est vrai que sur ces 3 années, j'ai pas mal fait des tests, etc. Et en BP, on devait fournir 12 dessins issus de relevés. Donc lui, par exemple, c'est un des plus gros que j'ai fait. Donc il valait 3 ou 4 dessins, je crois. Et en fait, c'était ça. Donc je l'avais relevé à la main et j'avais fait le relevé 3D parce que concrètement, moi, j'arrivais en termes de hauteur avec l'échelle. Hop, si je retrouve. Hop. J'arrivais à peu près ici. Donc le haut, tout ce qui était en haut, je pouvais pas le relever à la main. Donc j'avais utilisé tout mon nuage de points. Et en fait, je l'avais complètement modélisé ensuite. Donc ils préféraient qu'on fasse nos dessins à la main ou sur AutoCAD. Moi à un moment j'avais dit le dessin est pas compliqué mais il y a tellement de choses que autant que je fasse directement en 3D parce que en fait là il y a rien de symétrique tout ça donc le faire à la main ça avait pas trop d'intérêt, ça prenait énormément de temps. Donc je l'ai fait directement en 3D quoi. Et donc après mon BPMH et après la pierre d'angle, moi je débarque en Bourgogne. C'est un peu le truc quand j'ai fini le BP, il y avait le Covid.
À la base, je voulais aller à Paris pour travailler dans les grosses boîtes de monuments historiques. Et avec le Covid, j'ai dit non, Paris, j'ai pas trop envie de vivre avec un masque tout le temps. Et du coup, en fait, je savais pas trop. Et puis, c'est mon prof de BP qui m'a appelé en mode oh Marjo, tu sais, nous, on a une ancienne élève, elle avait un peu le même profil que toi, et puis elle avait fait ses 2 ans de BP en Bourgogne. Bon, je trouve plus le nom de l'atelier, mais ça avait l'air vraiment, vraiment cool. Bon, bah, en l'occurrence, une semaine après, je devais appeler le patron, là, donc Nicolas Bonnet, ici au milieu. Et en fait, bah, en janvier 2021, je débarquais en Bourgogne. Et en fait, dans cet atelier, donc ça reste une petite entreprise artisanale, quoi. Moi, j'ai débarqué, bah, l'équipe est au complet ici, quoi. Et on avait fini l'année à peut-être une dizaine. Il y avait des itinérants sur le Tour de France qui étaient venus en renfort. Et en fait, il fait des projets qui sont assez fous. Genre, voilà, petit escalier. Donc là, je vais pas montrer tout ce sur quoi j'ai bossé, mais juste deux projets qui étaient vraiment assez intéressants à faire. Puis c'était un peu expérimental dans le sens où il y a eu toujours un petit doute en mode quand on va enlever les étais, est-ce que ça va tenir ? Voilà. Parce que là, concrètement, on a un escalier en pierre massif qui fait 3/4 de tour dans le vide. Et en fait, c'est ce limon en acier qui vient reprendre toutes les pierres. Donc, je vais vous montrer après le limon. Mais en gros, voilà, c'était ce petit côté, bah... On a le feu vert pour faire un truc, on sait pas trop si ça va marcher. Mais si ça marche, ça peut être sacrément sympa. Parce que là, on a quand même un escalier en pierre massif qui est vachement léger, quoi. Donc voilà, concrètement la structure. On a le limon qui est splitté dans 2 gros IPN là qui sont pris dans le mur. Et en fait, au fur et à mesure, on est venu poser nos marches. Et nos marches étaient goujonnées ensuite dans le limon. Donc c'est vraiment le fait d'être pris en haut et en bas quand même dans la maçonnerie, parce qu'on maçonnait toute la partie ici au fur et à mesure pour bloquer toutes nos marches au départ et à l'arrivée. Et en fait, c'est l'alliage des deux qui fait que l'escalier tient. Parce que concrètement, sans ce limon en acier, il y a un moment où ça part, quoi. Donc en plus, les escaliers, en général, ça fait toujours des photos sympas à faire. Donc bon, j'ai un peu mitraillé. Et puis moi, c'était le premier projet que je suivais vraiment de A à Z. Et c'est en gros le chantier, c'est moi qui suis restée dessus depuis le début. Donc c'était un peu la première fois que je gérais un chantier de pose, tout ça. Il y avait une petite pression derrière quand même. Donc voilà, là l'escalier qui grimpe. Et quand on arrive, parce qu'il y a toujours souvent du ravalement à prévoir sur des trucs comme ça, sachant qu'il y a des peintres qui sont en train de peindre l'étage, et que nous on y va à la disqueuse, hein, donc ça fait de la poussière. Il y a un peu un avant, après ravalement, donc là on l'a pas peint en blanc, hein, c'est la poussière. Voilà, c'est une petite partie de plaisir où on est là et on mange de la poussière un peu plein la figure. Mais bon, à la fin, une fois qu'on voit le résultat final, on est content, quoi. Voilà. Et puis bon, c'est moi qui ai desserré les étais pour les virer. Et puis j'ai été là un peu en train de checker mes joints, de tout regarder, voir s'il y avait pas de fissures qui apparaissaient. Ça allait. Puis il est toujours en place, du coup. Mais en gros, voilà. Donc on obtient des escaliers comme ça. Donc ça, je pense, c'est pas dans toutes les boîtes que je ferais des projets comme ça. C'était des trucs parce que du coup, on faisait l'épure en atelier. En tradi, moi j'ai dû tailler 5 ou 6 marches, etc. Donc c'était vraiment suivre le truc de A à Z. Et autre petit... Donc là c'était la partie plus contemporaine, on faisait un peu de monuments historiques et de restauration aussi. Donc voilà, donc ça c'est des cailloux qu'on a changés, qui ont été posés l'année dernière. Et donc voilà ce que c'était avant. Et voilà de quoi on part. Donc quand on commence à tailler un bloc comme ça qui fait 1m20 par 1m20 par 1m de haut, je crois, bon, on serre un peu les fesses parce que c'est, mine de rien, ça coûte cher. Parce que la pierre coûte cher. Et donc là, c'est pareil, j'avais relevé les pierres existantes et moi j'en ai taillé un, donc j'ai taillé celui-là. Et bon, voilà. Quand le patron m'a appelé en me disant c'est posé, y a quasiment rien à ravaler, encore une fois, j'ai un peu soufflé, quoi. Et on dort un peu mieux. Donc là, on était sur une pierre de Paris, donc
Voilà, c'est des pierres tendres qui peuvent se travailler assez facilement. Donc là, on voit tout ce qui est chemin de fer, des grosses râpes, massettes portugaises. Voilà, c'est vraiment un peu notre outillage de base quand on n'utilise pas la disqueuse et les pneumatiques, quoi. Puis quand on a des blocs comme ça aussi, il y a toujours la question de comment on le retourne. Parce que c'est assez impressionnant à regarder. J'ai pas pris de photos à ce moment-là, mais c'est toujours assez impressionnant. Quand on a la partie du dessous qui est travaillée en plus, qu'il faut pas l'abîmer ou quoi, c'est toujours un peu impressionnant à voir, quoi. Et en fait, moi, c'est donc avec dans cette entreprise, donc le patron est compagnon. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, parce que le Tour de France était toujours resté un peu, ça m'aurait plu, mais on m'avait fait comprendre que j'étais un peu vieille pour partir sur le Tour en sortant de l'école. Et en fait, la fédération compagnonique, c'est un peu plus ouvert que la sauce en termes de diversité de personnes. Et c'est vrai que moi, sur l'année où j'ai bossé là-bas, j'ai rencontré pas mal d'itinérants. Et bon, je me suis dit, ouais, c'est peut-être. Pourquoi pas. Sauf qu'à la fédération, chez les tailleurs de pierre, il n'y avait pas encore de femmes. Parce que les femmes à la fédération, c'était en 2019 que c'est passé, je crois. Donc c'est assez récent. Donc du coup, un soir, parce qu'en fait, moi je vivais sur l'atelier, le patron aussi, donc un soir, comme ça, et à un repas, je lui dis, écoute, ça en est où? Les femmes, tout ça, parce que du coup, ça m'intéresse. Et du coup, je me suis présentée devant les compagnons et en septembre suivant, j'étais à Toulouse en première année de Tour de France. Voilà. Donc du coup, ça c'était l'année dernière, c'était en septembre 2021. Donc première année de Tour et nous c'est un peu un des avantages, un des gros avantages du métier, c'est que parfois on se retrouve avec des points de vue. Donc là, je suis sur les toits du Capitole à Toulouse. Donc parfois on n'a pas du boulot qui est super extraordinaire, etc. Mais on est dans des cadres qui sont vachement sympas. Voilà, c'est des trucs comme ça. Parce qu'en contrepartie, moi je faisais des choses comme ça. Donc les colonnes du Capitole, c'était des petites réparations, donc du ragréage. Donc on voit ici, en fait, toute la partie qui est ici, c'était du ragréage, de la chaux, de la poussière de pierre, etc. Et puis région toulousaine, hein, donc beaucoup de briques. Donc là, par exemple, l'église c'était rejointé tout de haut en bas, toutes les briques. Donc c'est long. Et puis à la fin, j'avais juste la petite voilà. Ouais, à la fin, t'as des pierres à changer. Bon, c'est sympa, voilà. Mais Toulouse, c'est pas forcément une ville pour les tailleurs de pierre. On fait surtout de la maçonnerie bâtie ancien, tout ça. C'est intéressant, faut y passer, mais à un moment, on est content de retrouver un peu de poussière blanche, quoi. Et donc du coup, première année de Tour de France, nous sur le Tour de France, chaque année on fournit un travail. Parce que concrètement, avec les compagnons, c'est une formation qu'on a en supplément. Donc c'est pas... Nous par exemple, ça concerne, on fait une autre journée de boulot et les soirs on a des cours de 20h à 22h. Donc nous les tailleurs de pierre, c'est surtout du tracé, de la stéréotomie, des maquettes, etc. Les samedis, on a une semaine sur deux, on a cours. Et sur toute l'année, on produit un travail, donc une maquette souvent. Donc là, c'était les maquettes de cette année. Donc voilà, donc là, c'était ma maquette, par exemple. Donc il y a à la fois du contemporain, à la fois du plus historique. Mais voilà, par exemple, la lampe ici en pierre, qui était vachement intéressante. Enfin voilà, c'est tous les travaux qu'on fournit dans l'année, donc c'est de la recherche de traits, etc. Et c'est un truc qu'on a en plus des cours et en plus des journées de boulot, quoi. Donc en fait, en général, nous on commence à s'activer d'octobre à l'Ascension, et une fois après l'Ascension, on peut souffler un petit peu, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on peut faire en cours du samedi. Donc on a des cours de forge, par exemple. Donc là, c'était un compagnon forgeron. Et voilà, ça c'est des ouvrages qu'on peut réaliser étalés sur plusieurs samedis, quoi. Donc en fait, c'est vraiment formation à temps plein, quoi. On continue d'apprendre. Moi, c'est ce que je cherchais. C'est vraiment progresser dans le métier de toute façon possible, quoi. Et donc là, voilà, petites étapes de réalisation de maquettes. Donc c'est un peu charrette à la fin, hein. C'est toujours les petits trucs. On retrouve les joies de la nuit, de la nuit très très courte. Et puis je vais finir là-dessus. Voilà, c'était un peu le côté. Voilà, les différentes vues qu'on peut avoir. Donc Toulouse l'année dernière, Capitole.
Puis là, c'est mon chantier où je suis sur Nantes en ce moment, donc toujours ce petit côté, on voit tous les clochers de la ville, quoi. Ça, c'est les petits trucs un peu gratifiants, en plus de voir tout le boulot. Voilà, c'est concret, on fait les choses de A à Z, et puis ce qu'on bâtit, on le voit, et puis on le verra dans 10 ans, dans 15 ans, etc. C'est toujours le petit côté gratifiant du boulot, quoi. Voilà. Sauvage. Naturelle, vierge, féconde, essentielle, cohérente, inculte, indigène, qui dépend de son lieu de vie, qui habite son territoire en harmonie, craintive, protectrice, défensive, animale, agressive, fauve, féroce, étrangère, nue, inconnue, inquiétante, impressionnante, anormale, sans normes, sans ordre, rebelle, transgressive, impulsive, intuitive, instinctive, indépendante, inappropriable, inapprivoisable, indomptable, imprévisible, spontanée, authentique, vraie, réelle, sensuelle, corporelle, sensible, biorythmée, libre, curieuse, exploratrice, créative. Elle explore, découvre, envahit, oui c'est ça, invente, grandit, éphémère, légère, instable, mouvante, elle se déploie, s'adapte. Bon, c'était un peu l'intro. L'idée était de vous rapprocher progressivement du concept d'architecture sauvage, qui sera laissé du coup volontairement un petit peu flou. C'est une invitation à appréhender, à approcher, à éprouver des lieux, des personnes, des moments où la spontanéité, la créativité et la sensualité se sont déployées librement. L'objectif étant pour moi ce soir que l'on soit toujours plus nombreux à inventer des lieux de partage cohabités et des endroits ouverts aux rêves éveillés. Donc je reste cet enfant sauvage qui a grandi entre lacs et montagnes en Savoie. Donc sensible à une manière d'habiter intimement liée au climat contrasté, aux présences de ces énormes massifs, des nuages épais, stagnants. C'est un lieu de vie intense où tous les sens sont en éveil. On se sent relié, faisant partie de ce grand tout, interdépendant à tout. C'est un lieu où on se sent là, ici et nulle part ailleurs. Dans l'épaisseur du présent, baigné dans la plus belle émotion terrestre, selon moi, le sentiment d'exister, d'être au monde, d'être vivant. Sentiment que j'ai profondément ressenti quand j'étais dans la jungle, en Amérique du Sud, pendant ma 4e année d'architecture, où mon corps était toujours en alerte dans cette forêt agressive, à l'affût du moindre bruit, de la moindre odeur, de la couleur étrangère. J'aurais pu ressentir de la peur, mais c'était plutôt une sorte d'hyper-présence au lieu. Une fois en sécurité, ce qui m'entourait avait plus de saveur. Et j'avais l'impression de l'habiter entièrement, d'être vivant parmi le vivant. Vous partagez peut-être cette sensation avec moi que cette relation à la vie est en train de disparaître. Parce qu'une différenciation et une distanciation avec la nature opèrent depuis très longtemps. Philippe Descola nous a mis en garde, c'est lui-là. L'utilisation des mots nature et culture détache deux mondes qui au contraire devraient cohabiter en fait. D'un côté, il y a le milieu de l'homme, et de l'autre, la nature, la grande nature. Et il me paraît urgent de réenchanter notre être au monde, en évitant, comme ici à l'écoquartier de la ZAC de Bonne, à Grenoble, je balance, en évitant du coup de contenir le vivant, de le contrôler, de le voir comme une décoration, une sorte d'ornementation. Mais au contraire, en effaçant cette distance, en réconciliant ces deux termes, culture et nature, en rapprochant l'humain du vivant au quotidien, nous pouvons tendre vers cette cohabitation. Bon, cette idée de cohabitation, ça fait un moment qu'on réfléchit là-dessus, notamment pendant le diplôme de fin d'études que j'ai fait en tandem avec Océane Rebourg. Donc en fait, on est obligé pendant cette période-là de réfléchir et tout ça, d'avoir un peu cette approche théorique et ensuite la transformer en dispositifs spatiaux. Donc là, c'est un arbre de pensée qui a permis de mettre en relation des idées, à les hiérarchiser entre elles, et en faire du coup une cartographie relationnelle. Pour justifier du coup l'idée de la cohabitation, il nous a fallu retracer d'où venait ce concept.
Ici, de ce constat que je vous parlais à l'instant, de séparation de nature et culture, ici tout en haut, on arrive petit à petit, à travers tous les chemins qui sont tracés progressivement, vers le vivre ensemble, le vivre avec, le vivre, se sentir vivant du coup. Autrement dit, vers la cohabitation. Donc voilà, c'est un peu un arbre de pensée mais qui est aussi fractal, c'est-à-dire que chaque petit élément on peut aller plus loin, on peut zoomer dessus. Par exemple, la petite flèche que vous voyez ici. Voilà, on a expliqué par exemple que en fait voilà, pour passer de cette peur du sauvage, on appréhende, on va au contact pour pouvoir ensuite en jouir et vivre avec le sauvage. Donc voilà, tout plein de petits passages, par exemple ici aussi où la jouissance, on essaie d'expliquer ce que c'est avec ce rapport avec la nature. Moi je dis nature, mais je mets des guillemets à chaque fois, hein, vous les voyez apparaître à chaque fois dans ma tête au-dessus de moi. Tac. Donc ce raisonnement théorique en place, il faut tourner ça du coup en intention de projet. Là, comme il y a des jeunes étudiants encore et qui sont en master, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire le lien avec tout ce que je fais aujourd'hui dans ma pratique architecturale, avec ce qu'on a exploré pendant les études. Donc voilà, ici on applique cette attitude à des dispositifs urbains, donc notamment sur un quartier pavillonnaire sur lequel on a pu travailler. Donc au Cabot, à Marseille, dans les quartiers sud, où là en fait on a fait une sorte de cartographie où on a révélé un petit peu les milieux vivants en place. Où on voit bien aussi que la fragmentation qu'il y a entre tous ces milieux-là, toutes ces petites poches qui ne demandent qu'à être reliées, mais qui sont séparées par de la route, par des habitations, etc. Donc pour nous, on voulait proposer une couture à travers l'espace public, une couture entre tous ces milieux-là, quoi, avoir une espèce de première entrée comme ça qui viendrait se greffer plusieurs petits ensembles écosystémiques. Donc là, vous voyez, en fait, cette idée, c'était de créer une rue parc. Une rue où on viendrait décrouter un petit peu le bitume pour que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Donc là, vous voyez une petite perspective où on dit, à tout moment, ça peut pousser dans tous les sens, peut même y avoir des carottes et tout. Donc du coup, le sol prendrait vie, voilà, avec une forme aussi de cohabitation entre la voiture et les piétons. Tout ça pour dans cette dynamique un peu de se dire au lieu de prendre la voiture pour aller chercher ses cigarettes à 10 minutes à pied, on a un espace qui nous permet justement un parc agréable à parcourir plutôt que ces rues bétonnées tout du long. Donc du coup moi j'ai particulièrement travaillé aussi sur l'habitat pavillonnaire pour essayer d'aller un petit peu au-delà, de le re-questionner. Donc là, vous retrouvez encore cette rue qui devient parc, où la voiture et le piéton cohabitent, du coup. Ici, dans une dynamique de densification pavillonnaire, l'idée c'était de construire, je rentrerai peut-être pas forcément dans le détail, mais une habitation qui est à la fois une sorte d'intimité d'un côté avec son jardin pour répondre un peu à cette aspiration du pavillonnaire qui anime les gens. Et c'est un peu ce que disait notre prof Jean-Marc Huygens, c'était au lieu d'imposer un modèle de oui c'est quoi la maison écologique idéale et de la dire et la poser comme un nouveau modèle. Et en fait non, c'est plutôt prendre les modèles existants. Donc on sait qu'à peu près 73% de la population française aspire à cet habitat pavillonnaire. Donc on prend un peu les caractéristiques de cet habitat pavillonnaire, donc la sécurité, l'intimité, le fait d'être chez soi, le fait d'avoir un digicode, d'avoir la caméra, enfin tout ça. Et donc du coup, on infléchit en fait ce modèle, on rajoute des choses, on l'incrémente pour justement ne pas s'opposer à ça, proposer oui, tu as ton habitat pavillonnaire, mais il y a ça en plus et tout ça. Donc avec peut-être même un jardin qui viendrait en contact avec la rue, avec aussi les trottoirs qui seront décroutés où chacun pourrait un peu cultiver devant sa porte. Voilà, là-dessus on a été diplômés. C'était un peu audacieux quand même. Chouette. Mais lâché dans un monde incertain, dans une société en crise, comme en suspension. Où allons-nous ?
Et c'est en repensant à mon mémoire de 3e année avec Yves Risser que j'ai compris le chemin que je voulais emprunter, celui de la matière et des atmosphères. Dans cet essai, j'avais opposé cette approche que défend Peter Zumthor, que peut-être que vous connaissez, à celle de Jean Nouvel. Donc le titre c'était Éveiller, réveiller, émerveiller. C'était une invitation à saisir et à être saisi de l'importance du corps dans l'expérience de l'architecture et du monde. Voilà. Inspiré de ce mémoire, du coup, je me suis éloigné un moment des ateliers de l'école, des articles scientifiques et des agences d'architecture pour me rapprocher du terrain, de la matière et de ceux qui la mettent en œuvre. Une aventure qui a été possible grâce au RSA. Voilà. Au déplacement en stop, à des dos comme on dit, et aussi d'une super plateforme que je vous conseille, qui s'appelle Twiza, et en fait qui répertorie un peu tous les chantiers participatifs qui sont sur les territoires. En gros, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose et qui a besoin de petites mains, et il propose le gîte et le couvert contre un coup de main. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec cette impression qu'à la sortie de l'école on manque de choses quoi. Moi j'avais dessiné un musée qui fonctionne, ok cool, mais une maison dans le détail au 20e, où est-ce qu'on vise tout ça, je sais pas. Donc voilà. Donc quel plaisir de respirer la sueur, de tremper les pieds dans la terre comme tu disais tout à l'heure. Et de sentir le poids des pierres et tout ça accompagné de constructeurs philosophes souvent un peu décalés. Bref, on s'est bien marré quoi. En route du coup pendant 1 an sur des chantiers participatifs où je me suis un peu improvisé charpentier maçon en apprenant à chaque fois un maximum de choses. J'ai pu du coup travailler le bois en ossature pour des isolations par l'extérieur, en charpente, en couverture ici, avec les taveilles en bois, en bardage vertical là sur la photo de droite. Je vois de droite, oui, c'est ça. La terre aussi en briques pour la réparation des murs en pisé ici, dans un lieu où il faisait froid aussi. Des enduits de terre aussi. Non, pardon, ça c'est du torchis. Donc un mélange de paille et de terre qui est coffré en fait et qui permet de monter un mur comme ça. Vous voyez que la structure, l'ossature est elle noyée à l'intérieur. C'est long, c'est très long ça à faire. Aussi la paille du coup, la paille porteuse aussi. Fascinant. Je pense que ça va être un petit peu ce qui va se passer par la suite, quoi. On se libère du bois, il y a 30% de moins de bois dans les constructions en paille porteuse. C'est pas encore autorisé, mais ça va bientôt l'être, dans le sens où les dossiers sont en train d'être posés pour avoir les certifications et tout ça. Donc ayez un œil là-dessus. Sur la paille porteuse, c'est génial. Au prix du bois aujourd'hui, ça peut être sympa. Des enduits horizontalement, verticalement, oui, horizontalement, ça tombe aussi parce que c'est comme tu disais, tu as plusieurs couches aussi, tu as l'enduit de corps, d'accroche, de corps et de finition, mais des fois quand tu t'aloches un peu trop, il y a tout qui tombe, faut recommencer. Donc il faut trouver le juste milieu, c'est super intéressant, et travailler à la terre comme ça, les enduits, c'est tellement agréable. Ça demande un petit peu de force, mais bon, vous voyez, ça passe quoi. Aussi les tuiles et les petites tomates, pour tout simplement poser des tuiles. Ok, ça paraît tout bête, mais bon, ça demande un peu de logistique. Et les tomates aussi, c'était marrant, une ancienne technique où on pose des tomates sur un lit de chaux et puis après on arrose tout ça, ça prend et ça reste. Ah oui, c'était là la boîte de cellulose. Ça aussi c'est un moment assez rigolo, donc on insuffle à l'intérieur. Bon, il faut le faire une fois, je pense. Donc c'était une occasion pour moi de me rapprocher de la matière, de sa mise en œuvre, de sa sensualité. Et ainsi, plus que la théorie, j'ai pu comprendre à travers mon corps l'ensemble des caractéristiques thermiques, hygrométriques, acoustiques, etc. quoi. Bon, je me suis improvisé un petit peu journaliste en souhaitant partager au plus grand nombre ces techniques et cette philosophie en les croisant avec mon œil formé à l'architecture. Je voulais montrer que tout ça était possible et comment. C'est vrai que c'était Yves Risser un peu qui m'a pris comme ça un peu dans un couloir. Il m'a dit, je lui parlais un peu de mon projet
Et il me disait, ça peut être bien d'avoir une trace aussi quand vous partez comme ça, essayez de capter, pour justement donner envie et puis montrer que c'est possible et puis des fois j'y retourne sur ces dessins-là quand je me dis mais comment on avait fait sur ce projet-là, ça peut être intéressant de les réinvoquer. Donc j'avais fait un petit blog architecturesauvage.fr où en fait c'était un carnet de bord, en fait c'était une carnet de bord d'expédition où j'ai marqué un peu mes observations, mes questionnements, 2-3 petits croquis, mes petites réflexions et tout ça. Voilà, il y a ça par exemple. Voilà. Donc il y a quelque chose de sauvage qui émane de toutes ces énergies constructives. Donc comme l'animal, les futurs habitants participent à la création de leur habitat dans le monde, leur refuge. Et comme l'animal, est construit juste l'essentiel, à la dimension de leur corps et de leurs besoins primaires. Les habitants construisent leur habitat sans dépasser les capacités de leur corps pour convoquer, que leur corps peut convoquer, justement. Ils bâtissent à leur rythme, ils prennent le temps qu'il faut pour bien faire et pour pouvoir même prévoir l'imprévu. Donc comme l'animal aussi, les futurs habitants bâtissent avec ce qu'ils trouvent autour d'eux. Ils utilisent des matériaux peu transformés qui éveillent plus facilement leur corps à des sensations. Comme l'animal, ils s'entraînent, et combinent leurs compétences différentes et complémentaires. Ils expérimentent, apprennent en faisant et partagent ensuite. Et comme l'animal, vous voyez, cette énergie est spontanée et joyeuse. Je me suis demandé, c'était vraiment, non, ça c'est la fin de l'introduction, ouais. Du coup, est-ce que dans notre pratique architecturale de tous les jours, est-ce que l'architecture peut, elle, être sauvage, quoi? Donc, pour moi, c'est carrément une piste de réponse pour l'habitat humain aujourd'hui, parce qu'il y a une demande et un besoin croissant de faire du bien et d'intensifier les liens entre l'habitant et ses semblables, entre l'habitant et son environnement proche et lointain, la faune, la flore, tout ça, et l'habitant avec lui-même aussi, avec son intériorité. Et l'architecture a cet incroyable pouvoir, à travers ses dispositifs spatiaux, à travers ses atmosphères, justement de massifier ces liens. Pour le vérifier, en cherchant patiemment, en tapant architecte dans page jaune, en consultant chaque site internet qui était référencé, pour détecter après l'expression d'une petite éthique qui pouvait ressembler à celle à laquelle j'aspirais, département après département, donc du coup en partant de la Savoie comme ça, donc ça a été long, j'ai pris 3 mois quand même pour faire ça. Je suis arrivé dans le Vaucluse. Vous voyez, il y a le Luberon un peu ici, les Alpilles, il y a Marseille en bas, vous remontez un petit peu dans la vallée du Rhône. Et Robion est vraiment en proue du Luberon. Donc on est dans le Vaucluse. Et donc c'est là que j'ai rencontré l'atelier Ostraka, où il y a une convergence un peu de philosophie, quoi. Donc là vous voyez Gilles, mon associé du coup, et autour qui est architecte aussi. Et donc il est fondateur de la boîte. En gros, ça fait 15, même 16, 17 ans qu'elle existe depuis 2005. Et autour de nous, on a aussi pas mal de gens qui gravitent, comme Sylvie Detto ici ou Martin Drecher, qui sont d'autres architectes avec qui on travaille sur l'habitat participatif, par exemple, et d'autres bureaux d'études comme que vous pouvez voir par ici. Nous pouvons penser que l'architecture ne peut pas être sauvage. Clairement. C'est une discipline très normée. Pas trop, mais très normée quand même. On est toujours entraîné dans une course contre le temps, il y a de la pression économique, il y a de la forte responsabilité, et donc du coup une forte charge émotionnelle qu'il y a derrière tout ça. Mais à l'atelier Ostraka, depuis que j'y suis, j'ai pu remarquer que c'était possible. Que quelque chose de sauvage était possible. Donc je vais vous montrer un peu comment. Donc petit sommaire. Donc cette idée, c'est en 3 parties. C'est prendre le temps de l'écoute, donc une attitude de décélération, prendre la bonne mesure, une attitude mesurée, et prendre un chemin, une attitude militante. Donc on va commencer par la première partie. Prendre le temps de l'écoute, une attitude de décélération. Donc dans un premier contact avec le site, par exemple à l'occasion d'un concours en fait, un marché public de maîtrise d'œuvre, qu'on a remporté par la suite, pour la construction du nouveau siège des gestionnaires du canal de Carpentras, donc ceux qui irriguent un peu toutes les terres agricoles de la région, quoi. Donc c'est un bâtiment administratif et technique. Donc c'est un moment que nous aimons particulièrement, Bijan et moi. On se balade
là-dedans et on réfléchit, on dit un peu tout ce qui nous passe par la tête, un peu dans les sensations, dans les cadrages, dans les points de vue, dans les masses, dans l'air, le soleil, on essaie de capter un maximum tout ce qu'on a là. C'est un moment assez précieux et c'est voilà, moi j'ai un petit camion aménagé et j'aime bien aussi des fois même chez des clients me poser et leur proposer de dormir une nuit ou deux ou enfin en tout cas pour voir un peu comment le soleil et le site réagit quoi. Ah tiens, il y a ça qui enfin voilà, il faut vivre le lieu, ça peut être sympa quoi, cette immersion là. C'est aussi le temps prendre le temps d'arpenter ensemble. Donc le vivre avec les futurs habitants par exemple. Dans le cas ici, ça c'est à Forcalquier, un super site, un terrain en pente avec au sud avec une vue magnifique, et on propose aux habitants dans un premier temps de faire une sorte de promenade sensible où on fait ce que je vous expliquais que je faisais avec mon collègue. On le fait avec eux, on libère un peu la parole, on essaie de leur faire sortir un petit peu des perceptions du lieu. Ou là encore, ça c'est un projet beaucoup plus récent où on est à Lagnes, juste dans le village à côté, où là aussi c'est un habitat participatif, donc pareil, il y a un petit groupe d'habitants qu'on amène sur le terrain, dans le village, à différents endroits pour leur parler. Et on leur donne une quête de perception. C'est une sorte de formulaire qu'on leur donne, qu'ils doivent remplir et qui leur permet justement d'aller un petit peu plus loin et de rentrer dans la matière à différentes échelles. Par exemple, là on commence par la nature. Donc c'est un peu petit, donc j'ai pris des notes je vais vous donner un petit peu des questions qu'on leur pose par exemple. Donc on demande par exemple de dessiner les contours de ce que pourrait être pour eux la définition de la nature. Donc c'est vachement théorique, mais c'est dire voilà, la nature, moi c'est la grande nature. Au contraire, c'est quand je l'ai au bord, je l'ai juste devant ma porte, ou c'est des fleurs, c'est des géraniums aux fenêtres, je sais pas. Ça peut être plein de choses. Dites-nous quelle est par exemple aussi votre bonne distance avec elle, parce qu'il y a toujours un peu cette peur, ouais mais je veux pas dans le sac de chez moi non plus quoi, mais ouais mais t'es en pleine campagne quand même, enfin bref. C'est voilà. Et la deuxième colonne, à chaque fois on propose, donc il y a observation à gauche et on essaie de transformer ça un peu en intention de projet par la suite, parce qu'après on secoue tous les questionnaires et on essaie de trouver un peu un projet commun de toutes ces personnes là quoi, des récurrences. Donc là avant c'était à l'échelle de la nature, et ici à l'échelle du village pareil, on leur pose des questions du genre, je vous en ai noté quelques-unes. Ah non, c'était à l'autre par exemple. Voilà, plutôt sur le terrain où je marquais quel est votre lieu idéal pour vous rassembler ou pour vous retrouver vous-même, ou voilà quelle image évoque ce lieu pour vous, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être marrant de vous lire le petit texte introductif de cette que j'avais mis ici par exemple en partie basse pour présenter l'exercice aux habitants, parce que ça résume un petit peu l'intention qu'on y met derrière quoi. L'accueil des perceptions est une promenade sensible en immersion où vous observez, tendez l'oreille, le nez, la main, la langue, pour humer, caresser et goûter votre futur environnement. Tous les sens en éveil, c'est une invitation à lire la trame sensible du lieu. L'expression de vos sentiments révélera ce qui vous met en mouvement, ce qui vous émeut, du coup. Sans retenue ni complexe, c'est une belle occasion d'utiliser les mots qui vous viennent et de gribouiller joyeusement en toute liberté. Chacune de ces informations sera précieuse au moment de définir la posture du projet et ses atmosphères. C'est aussi prendre le temps de l'écoute et de la co-conception avec les futurs habitants. Donc on leur propose des petits ateliers comme ça où il y a des maquettes, des supports, des petits bouts de papier qui représentent le programme, les routes, les stationnements. Ils découpent tout ça, ça colle, ça parle, ils testent ça tous ensemble. C'est assez rigolo. Et toujours ils nous checkent un petit peu pour savoir oui c'est bien ça. Mais bon, on essaie de leur donner un maximum d'outils pour qu'ils se les approprient et qu'ils commencent déjà à se projeter dans le lieu, à vivre le lieu quoi. Pour nous, c'est des projets qui ont beaucoup de sens en tant qu'archi, parce que
Justement, c'est comme je vous disais, c'est ce partage de connaissances. On devient un peu plus humble aussi. On croit beaucoup plus à l'intelligence collective. Chacun a quelque chose à apporter. Chacun a quelque chose à raconter pour alimenter le projet. Voilà, il faut que ça bouillonne, il faut que ça mousse, quoi. Il faut qu'ensemble un projet commun naisse. Donc, comme je disais, j'ai un peu pris l'avance sur le point suivant, c'est prendre de la place, prendre le temps de faire un pas de côté, de cultiver cette humilité. Et de sortir un peu de ce rôle un peu architecte, artiste, avec les grands gestes, c'est ça mon projet, un projet. Voilà, rebondir. Un autre questionnaire qu'on fait aussi, c'est l'enquête d'habitation. Pareil, là, c'est un peu plus tard dans le projet, donc le plan masse est un peu calé, on travaille déjà un peu sur les pleins, les vides, sur l'espace commun en premier, les bâtiments sont là, on a nos petites ruelles, on a nos petites atmosphères de placettes qui vont bien, et après on rentre dans le logement. Donc pareil, là, on rentre un peu dans l'intimité des gens où on leur demande plein de petits trucs du genre parlez-nous un petit peu de ce moment dans la semaine qui est à vous, ce petit moment là où ce que vous faites c'est que pour vous, quoi. Parlez-nous de lui, ce que vous aimez chez lui, et décrivez-nous l'endroit, le lieu où ça se passe. Ou encore, quels sont vos rituels tous les jours, quelles sont vos routines, vos parcours quotidiens. Ou encore, où et quand vous sentez-vous bien chez vous. Expliquez-nous ce qui est nécessaire pour faire naître ce sentiment. Un dernier exemple pour la route qui nous reste. Dans votre futur chez vous, qu'aimeriez-vous entendre, sentir, toucher autour de vous ? Et chaque habitant, du coup, nous rencontre, Bijan ou moi, mon associé, pour après travailler et sortir, des petits croquis comme ça intuitifs sur comment j'aimerais être mon intérieur. Donc ça crée des choses assez rigolotes où justement on doit se faufiler dans des couloirs de 30 cm de large ou de ce genre de trucs. Mais bon, du coup on leur donne des outils et c'est chouette de voir ce qui se crée derrière, quoi. C'est prendre aussi le temps de dessiner. Je vous ai rapporté ici mes petits carnets. Qui sont pour moi des carnets, des sortes de carnets de bord, mais plus un disque dur externe parce que ma mémoire est pas ouf. Et justement c'est un petit moyen de stocker avec des dates où on se souvient plutôt de moments et donc du coup on arrive plus facilement à revenir dessus. Donc c'est des annotations. C'est un moyen aussi pour que la main et le cerveau continuent à danser ensemble dans cette danse un peu cherchante, quoi, en explosant un peu tous les possibles, en les éprouvant tous. C'est aussi du coup prendre le temps d'entraîner notre œil, notre main et leur complicité aussi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est aussi le temps d'écrire avant de rentrer dans le projet. Des fois, seules des émotions nous apparaissent. On ressent des choses sur les lieux et c'est bien de les mettre un peu à plat pour déjà les communiquer aux habitants, pour qu'ils valident un peu des intentions comme ça. Donc transformer des intuitions en intentions de projet. Et donc du coup, comme je suis bien attaché à cette idée d'atmosphère, souvent ça marche bien de passer par le texte aussi, justement, la littérature. Il y a aussi prendre le temps, avec les clients, d'étaler l'étendue des possibles. Comme ici, littéralement, pour ce projet d'extension de maison à Cucuron, qui commence à se déployer à l'ouest, s'agglomérer ensuite à l'est, pour se fragmenter et exploser. Autrement dit, un temps pour avancer doucement mais sûrement avec eux, cranter, comme on dit à l'atelier, avec les clients. Prendre le temps de l'écoute, c'est aussi s'attarder avec les échanges avec les institutions, notamment les architectes des bâtiments de France et les architectes de conseil. Ici, un projet de réhabilitation d'une ruine de village en habitation à Saint-Michel-l'Observatoire, un lieu renommé pour la pureté de son ciel la nuit, propice à l'observation de la voûte céleste. Plus que de la séduction, c'est un moment pour rassurer, raconter une histoire, parler avec émotion de matière, d'atmosphère, d'architecture en somme. Prendre le temps de se former aussi. Là, c'est
une formation pro bike que j'ai fait à Arles avec Bijan du coup. Et une association APTE qui est géniale, qui s'appelle, APTE, c'est Association de promotion des techniques écologiques. Et donc du coup, voilà, au menu un peu de la théorie, du redimensionnement de bottes, isolation par l'extérieur en ossature, du débroussaillage pour aplanir les surfaces à enduire. On a fait des tests d'enduit, bien mélangés, appliqués. Le temps d'écoute, c'est aussi un temps d'écoute à avoir sur le chantier, quoi. Une présence avec les artisans, etc. Et une présence au lieu, comme je vous expliquais tout à l'heure. Comme ici pour la construction du petit abri en Camargue, pour la fondation de la Tour du Vala, Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Donc là, c'est mon premier projet que j'avais suivi après HMO entièrement. C'est un tout petit truc, hein, mais c'était bien pour commencer. Donc c'est un lieu qui accueille des moments de réunion ou des repas entre scientifiques présents. Donc j'ai mesuré à quel point le temps de la présence de l'architecte est précieux pour renseigner, accompagner, piloter les différents artisans, ça je vous l'ai dit, mais aussi pour informer, rassurer et répondre aux questions du maître d'ouvrage. Une fois minimum par semaine, être là à chaque étape du chantier. Vous pouvez voir donc ici l'implantation, donc la précédente, l'implantation des pieux qui ont été vissés dans le sol. La structure du plancher entourée par le bassin en béton existant. Donc, vous voyez, tout autour, il y avait un bassin, on est venu se poser juste entre, avec une passerelle qui enjambe. L'ossature, ensuite, qui est contremontée par des panneaux OSB et puis des petits tirants comme ça. Le chevronnage, ici, toujours en bois. L'OSB aussi, dans la toiture pour contremonter toujours. Ensuite est arrivé les roseaux. Les roseaux qui sont arrivés en fagot. C'est une pose qui a été faite en cerclage et en vissage dans l'OSB du roseau. Quoi ? C'est quoi cette phrase ? Donc oui, en gros voilà, c'est ça. C'est que vous avez le fagot comme ça dans la main et vous avez une espèce de petit fil qui tourne autour et qui finit par une boucle. Donc ça fait une boucle avec une autre petite boucle et cette boucle vous allez la rentrer dans l'OSB, ça va permettre de serrer et après vous allez les mettre en quinconce. Et une fois que vous allez avoir tous les petits cheveux comme ça, avec une petite raclette, vous allez pouvoir remonter un peu les fibres pour avoir justement à la fin un aspect un peu tout lisse comme ça, cette petite veste de grand-mère, je trouve. Oui. J'assume pas la blague. Voilà. Donc c'est un lieu qui accuse un franc succès aujourd'hui. Ah oui, le petit lait de chaud aussi. J'ai oublié de vous dire. En partie haute, on a fait un petit lait de chaud pour justement, c'est un lieu un peu difficile avec les fibres qui arrivent et il faut le protéger le fêtage des infiltrations d'eau. Donc il y a un petit mortier de chaud qui se fait là-haut. Donc c'est un lieu qui accuse un franc succès, comme je disais, avec les visiteurs et les utilisateurs. Il protège du vent, du soleil, de la pluie, des moustiques aussi, on est en Camargue, on n'oublie pas, tout en gardant une sensation d'être dehors. J'ai senti qu'évoquer mon passé sur les chantiers participatifs a modifié quand même le regard des artisans, parce qu'on a quand même un peu cette image des bureaucrates en costume qui sortent de leur bureau là de temps en temps et qui salissent leurs chaussures dans la boue. Donc moi j'étais déjà sale en arrivant, ça peut-être les a rassurés et voilà, on est arrivé comme ça. Ça s'est bien passé comme ça. Et aujourd'hui, la végétation, elle a bien poussé, donc ça marche bien parce que on sent que le bâtiment se glisse un peu là, ou du coup plutôt l'environnement vient reprendre sa place. Et il y a des usages assez insolites aussi qui sont ressortis. Par exemple, là c'est Raquel, une stagiaire espagnole, qui utilisait ce lieu tôt le matin avant qu'il y ait des gens sur le site pour faire du yoga par exemple et méditer. Elle m'a même avoué qu'elle a fait un rendez-vous galant, genre le soir et tout, avec des petites bougies et tout. Moi, ce qui m'a pas du tout rassuré sur le moment parce que la paille sèche et tout, plus les bougies. Enfin, vous imaginez ok. Non. Alors, prendre le temps de l'écoute, c'est bien. Mais il y a aussi prendre la bonne mesure, donc l'attitude mesurée.
Donc pour cela, c'est une attitude qui se retrouve naturellement dans toutes les réflexions de l'atelier. Au moment de la conception, trouver la bonne mesure, c'est prendre la construction de l'habitat humain comme une occasion de se rapprocher de la nature en travaillant sur les seuils, les relations intérieures-extérieures et les atmosphères qui en découlent. Donc là, ici, par exemple, pour l'habitat participatif, on voulait montrer un petit peu ce qui se passait devant les jardins et comment il y avait une inquiétude sur oui, on va voir quand même toutes les voitures qui sont en contrebas. Oui, non, mais on fait des petits trucs. Voilà, on fait des pirouettes un peu des fois. Avoir une attitude mesurée, c'est aussi choisir des projets à l'échelle de l'atelier. Donc là, comme vous vous rappelez tout à l'heure, le truc qui a un peu explosé dans tous les sens, finalement, c'est l'extension à l'ouest qui est restée. Donc une ossature en bois, paille, avec une toiture végétalisée. Mais donc là, voilà aussi. Donc l'existant, la partie existante est sur la droite et le projet est sur la gauche. On est en train de réfléchir si on va pas pouvoir on va pas essayer de faire ça en paille porteuse, mais il faudra pas le dire. Alors c'est donc là un autre projet. Ça c'est, je sais pas si on voit très très bien, mais voilà, c'est un petit restaurant qu'on avait dessiné. On n'a pas suivi les chantiers parce que c'était de l'autoconstruction. Après, ils ont eu un espèce d'accompagnateur à l'éco-construction. Donc c'est quelqu'un qui est un peu touche à tout, qui est spécialisé du coup dans l'éco-construction, et qui les accompagne, qui fait un chantier participatif avec des volontaires et puis les gens du lieu qui construisent. Oui, il y a un âne à l'intérieur. À un moment, apparemment, il y a des ânes qui sont rentrés à l'intérieur pendant la nuit, donc c'est cool. Donc là, ouais, ossature bois, paille. En toiture, il y a des caissons et ça a été rempli avec de la balle de riz. C'est un résidu en fait de l'industrie du riz. C'est une espèce d'enveloppe qu'il y a autour du riz et qui a des très bonnes propriétés isolantes. Ça marche bien en toiture. Faut faire attention un peu dans l'inclinaison parce que tu peux avoir du tassement un peu au fur et à mesure et verticalement aussi. Le mieux c'est pour les planchers ou des surfaces planes. Voilà des petits tips. Là c'est une salle de musique qui s'est fait à Roubion, dans le petit village où on est. Du béton. Non, c'est pas du béton. C'est un béton de terre. C'est un béton de terre. Donc il y a. Alors attends, je me perds dans mes trucs. Mais sinon j'improvise. Donc en fait c'est un prof de musique, un prof de batterie, du fils en fait de Bijan. Et il fait du métal, vous voyez, il y a des têtes de mort et tout. Donc c'est quelqu'un qui tape sur les caisses. Et donc il a fallu concevoir quelque chose d'écologique. Et pour affaiblir à peu près 110 décibels. Donc à la fois dans des fréquences, dans des basses fréquences et dans des hautes fréquences. Donc on a dû se replonger un peu dans la littérature acoustique, phonique et tout ça pour justement trouver un procédé qui permet d'affaiblir tout ça et qu'il n'y ait aucun son qui sorte parce qu'on était dans un environnement pavillonnaire encore une fois et les voisins étaient là-bas à la porte là. Donc aucun son parce que s'il y a du tapage en fait la police dit bon vous devez arrêter votre activité. Donc voilà, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est un projet un peu à perte pour nous mais c'était vraiment un plaisir de travailler là-dessus. Donc le système c'est un système boîte dans la boîte, donc avec le principe masse ressort masse. Qui est en fait un piège à son. Une masse tout autour, donc c'est du béton de terre qui où à l'intérieur est noyé encore une fois l'ossature. Et à l'intérieur, on a une nouvelle ossature avec de la ouate de cellulose insufflée pour avoir ce côté un peu matelassé. Parce que c'est le côté matelassé qui va affaiblir les hautes fréquences, la voix, des cymbales, des choses comme ça. Et par contre, tout ce qui est des basses, ça va être la masse. Donc voilà, vous voyez un petit peu la terre coulée. Donc terre coulée, c'est la terre du site, des graviers, de la chaux et un petit soupçon de plâtre aussi parce que comme tu disais avec les difficultés de l'hiver, voilà tu prends le bloc de pierre, de terre qui est dur, tu le mets en œuvre, après il redégouline le temps de sécher, de se réchauffer, ça c'est horrible. Et en fait, juste rajouter un petit peu de plâtre, ça permet que la prise soit plus rapide, et ils ont pu monter les lits de terre comme ça. Et ça a été assez laborieux du coup parce que ils ont fait plein de tests.
de recettes pour trouver la bonne, et finalement il y a eu un peu de retard sur le chantier. C'est un projet qui est fait avec l'association que je vous ai dit tout à l'heure, l'association APTE, qui accompagne le village, l'association Le Village qui est basée à Cavaillon, génial, je recommande, qui font de l'insertion. Donc c'est des personnes qui viennent de la rue et qui bossent sur des chantiers comme ça, et je trouve ça vraiment chouette parce que ça, c'est à travers, pour l'avoir vécu sur les chantiers participatifs, ça donne vraiment un côté, ouais, on se lève le matin, ça a du sens, quoi. On fait un truc, on bouge, voilà. Je trouve que ça met du sens un peu quand on en cherche, en tout cas. Voilà, donc tout un système de suspens, parce que vous imaginez bien que rien doit être en contact. La boîte, dans la boîte, doit être indépendante. Donc tout est sur des petits résilients phoniques et tout ça pour que justement il y ait aucune transmission mécanique. C'était tout un truc, c'était passionnant à réfléchir, mais complètement flippant parce que finalement chaque petit détail a son importance et a son taux de dangerosité, quoi. Voilà, j'essaie de raccrocher. Oui, prendre la bonne mesure, c'est aussi la bonne quantité. Trouver la bonne quantité, c'est aussi de multiplier du coup tous les cerveaux. Donc l'équipe que je vous présentais tout à l'heure, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de faire des associations, comme on a un petit atelier et que souvent on a des projets qui nous dépassent, mais qu'on est bien classé dans ce côté un peu écologique, mais on a besoin de plus de bras. En fait, on fait appel à des grosses équipes où là, on fait vraiment des brainstorming, une tempête de cerveau, pardon, et avec où ça bouillonne, c'est génial, quoi. Tac. Prendre là, ok. Oui. Donc après l'attitude d'écoute, prendre la bonne mesure, il y a aussi choisir le chemin. Donc avoir cette attitude militante, donc cette philosophie qu'on essaie d'appliquer à chaque fois. Donc c'est le cas, par exemple là c'était un tout petit projet qui a pas vu le jour, mais c'était encore une fois un habitat pavillonnaire, donc une maison assez froide des années 80, comme ça où tout était blanc, tout était sec, triste. Et en fait, il nous avait demandé de faire une véranda, et on lui a dit, bah, en fait, autant toute la façade sud retrouve une épaisseur où tu vas pouvoir mettre tes plantes un peu gélives, là, celles qui craignent un peu l'hiver, le froid, un petit espace pour manger, etc. Et tout ça dans un prolongement de toiture qui viendrait rappeler un petit peu aussi le Luberon qui est juste derrière, donc au niveau du paysage, ça marcherait bien. Donc c'est un peu aussi ce truc de réparer des trucs qu'on a fait qui sont secs. Ici, là, c'était encore une fois un énorme mas qu'on nous a demandé de réhabiliter. Et là, l'idée, c'est de réinvoquer un peu des tomates ou plein de revêtements comme ça, de rebuts et de les mettre en œuvre au sol, et c'est par là que l'atmosphère va se générer à travers le sol. Donc comme je vous ai présenté tout à l'heure, il y a aussi l'utilisation des matériaux locaux à proximité qui permettent du coup justement de glisser un projet plus facilement dans son territoire. Tac. Là où je vous avais parlé le canal de Carpentras tout à l'heure aussi. Je vous raconte un peu cette anecdote aussi parce que dans ce côté un peu militant, dans ce côté on défend des idées, il y a cette idée de là par exemple là dans le concours, dans l'intitulé, il nous disait alors je cite: il serait particulièrement apprécié une significative utilisation du végétal et de l'eau. Donc en filigrane, c'était mettez-nous une fontaine ou un truc comme ça où l'eau était mise en valeur et tout ça. D'ailleurs, ce qu'ont fait les autres concurrents, apparemment. On a su après que oui, ils avaient fait une fontaine et tout. Nous, on a dit non, la ressource de l'eau est hyper importante, il faut la préserver, il faut pas la gaspiller. Et bon, c'est des histoires à chaque fois, mais ça, c'est important parce que ce qui est la richesse, c'est vous qui faites qui font, enfin c'est vous les gestionnaires en fait du canal de l'eau qui êtes la richesse parce que c'est grâce à vous que l'eau coule dans toute la région. Donc vous allez vous retrouver dans ce cuvelage en béton. Donc là c'est le profil du canal, donc un cuvelage en béton où dessus on est venu poser
poser une ossature en bois isolée par des matériaux naturels. Donc ça, on est au permis de construire actuellement. Et donc en fait, ça permet, vous voyez, on est posé sur le sol, on talute un petit peu. La lalle est vraiment contre le sol, quoi. Donc ça permet d'utiliser toute l'inertie du sol, parce que dans notre région, ce qui va être l'enjeu prochainement, ça va être vraiment le confort d'été. Donc ça va faire grave chaud, donc il va falloir qu'on trouve des solutions, dont celle de s'enterrer un minimum et de gérer des systèmes de ventilation naturelle aussi ici. Avec on va installer des petites ventelles aussi. J'aime bien cette idée que l'utilisateur utilise et habite le lieu au lieu de la domotique, la maison intelligente qui fait tout à ta place, qui te rend abruti. Bah au contraire, là on est en contact, on sent, on a un peu chaud, un peu froid, on ouvre, on ferme et voilà. Là, du coup, on habite le lieu, on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc là, bon, je vais vous passer un peu rapidement, mais c'est pareil, un petit conflit. Là, c'était pour l'habitat participatif. Donc là, c'est le premier petit croquis, c'est rigolo avec cette histoire. On a une pente à 12% et on vient basculer avec le bardage pour donner cette sensation de basculement sur le paysage. C'est quelque chose qui est resté et qui a donné ce genre d'idée de projet. Et là en fait bon je vous raconte ça rapidement, mais c'est il y a eu c'est un maître d'ouvrage qui était un promoteur en fait qui accompagnait l'habitat participatif, parce que c'est un peu lui qui avance l'argent et après il revend aux habitants ensuite. Donc du coup c'est des gens qui ont un peu des habitudes et des automatismes et tout ça, et on arrivait à un estimatif APD avant projet définitif qui dépassait 9% de ce qu'on avait proposé avant, ce qu'on avait estimé avant, à la phase précédente. Et donc du coup ils étaient vachement suspicieux, tout ça, et ils nous ont dit oui, et puis par contre si tout était en béton et en polystyrène, qu'est-ce que ça ferait? Je suis sûr que ça serait moins cher. Et du coup nous c'était un peu chiant, mais on a consulté tout plein d'entreprises pour vérifier nos chiffres et dire bah regardez, en fait quand on chiffre en bois avec des entreprises, donc on a donné le dossier à des entreprises, on nous dit bon bah ça je vous le fais pourtant en fait. Et entreprise maçonnerie, tout corps d'état, machin, elle nous faisait mais pour quasiment le même prix en fait. Donc finalement et la construction écologique, il faut pas tomber dans le cliché de oh oui c'est plus cher automatiquement. Des fois, enfin il peut y avoir à l'investissement un peu plus, mais derrière dans les coûts de consommation, le chauffage et tout ça, rien à voir. Voilà. Un peu quelques images. Donc je vous laisse un peu aussi sur l'habitat participatif de Lagnes, sur lequel on est en train de travailler maintenant. J'aimerais bien vous en parler plus longtemps. On retrouve ces petites ruelles, ces petites atmosphères et tout ça, cette relation progressive en fait entre la partie basse qui est plus dense et la partie haute qui est plus lâche, et qui progressivement va faire le lien entre la ville et la nature, encore une fois avec des guillemets. Et donc dans une succession de places, d'atmosphères différentes. Donc voilà, j'espère que à travers cette petite présentation, vous avez pu avoir un peu cette sensation d'approche un peu sauvage. Moi, je vous encourage à y aller vraiment, à ne pas avoir peur d'aller sur les chantiers. Je parle particulièrement aux étudiants qui sont là. Et qui se demandent ce qu'ils vont faire par la suite avec un RSA. Voilà, comme je vous disais, c'est assez simple, et puis on apprend plein de choses. Il y a plein de belles expériences humaines derrière, et après c'est quelque chose qu'on peut retrouver et défendre et coûte que coûte dans notre pratique professionnelle de tous les jours. Et donc voilà, ensauvagez-vous. Tu travailles avec quel type de bureau d'études? Enfin, ils sont spécialisés dans quel type de construction? Alors, souvent c'est des gens qui sont quand même sensibles à la construction en bois, parce que tu vois c'est pas quelque chose qui s'invente. Quand tu demandes à un électricien de passer derrière une construction en bois, enfin derrière le charpentier, et que lui il a pas ses automatismes, et ben il va prendre la poutre, il va percer pour tout envoyer comme ça. Donc on a des entreprises qui en fait c'est la première fois qu'elles viennent travailler avec nous, donc on les forme un petit peu, tu vois, il y a un petit peu de la vulgarisation
vulgarisation de qu'est-ce que c'est une construction en bois, avec ces réflexions sur attention le pare-vapeur quand même, parce que s'il y a un trou, ça peut mettre tout en péril, donc il faut bien faire attention à ça. Donc il y a cette communication là, et après une fois qu'elles sont formées entre guillemets, on les a un peu invitées sur le chantier à travailler avec nous, et ben on les garde, on les chérit quoi, on en prend soin pour que ensuite on puisse travailler encore avec elles. Donc après c'est un peu comme ça que petit à petit, de proche en proche, on a un petit peu deux trois que ce soit des plombiers, des électriciens et tout ça, mais qui ont un peu cette sensibilité à la voilà. Mais après sinon ossature, tout ce qui est ossature et tout ça, parce qu'on est principalement de la construction en bois, là on a des charpentiers qui aiment ça, et il y en a même qui sont bien chauds pour faire de la paille, et on les invite à se former à la paille, ceux qui ne le sont pas encore, avec les formations comme je vous ai montré là, que j'ai fait à Arles et tout ça. Donc voilà. Donc pour la maîtrise d'œuvre, en fait, il y a que vous deux. Enfin, toi et ton associé. Oui, du coup on pilote un peu les choses tous les deux. J'ai une question chacun. Je suis désolé, je regrette très peu les prénoms et les noms. Du coup, pour la première conférence, est-ce qu'il y a des aides financières pour faire ces formations juste après nos études d'architecture? Moi, en fait, la formation que j'ai faite, t'avais une petite aide de la région. Donc bon, moi j'étais au minima, donc je touchais 200 € par mois, je crois. Donc bon, après t'as les aides, appels. Moi, j'ai eu cette chance que j'ai toujours mes parents qui m'ont filé la main, quoi. Après, une fois que t'es en apprentissage, t'es rémunéré. Donc c'est pas des super salaires, mais ça suffit. Après, avec les appels, les aides et tout ça, ça suffit pour se débrouiller, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que généralement, en termes d'insertion, t'as une aide. T'as une aide de la région, et je crois que t'as des aides aussi. Tu peux faire des formations par Pôle emploi. C'est des trucs comme ça, quoi. Et la deuxième question, comment vous définissez le mot sauvage? Est-ce que vous avez des écrits, par exemple, qui peuvent aider à le définir? Alors, petit filou. Alors, moi, l'idée, c'est que justement, je vous donne rien, en fait. Et c'est que c'est quelque chose qui doit être éprouvé, et qui doit être expérimenté, exploré, quoi. Si t'as cette aspiration-là, non, j'ai pas trop de références, même bibliographiques là-dessus, quoi. Ça fait souvent peur en plus, parce que une partie de cette présentation, c'est une présentation que j'avais fait pendant la HMO, donc face à l'ordre et tout ça, donc je commençais à dire oui, sauvage, on résiste et tout, donc c'est un peu non, pas grand-chose. Mais c'est pour ça que j'ai voulu commencer un peu par ce florilège, pour vous donner un petit peu une sorte de flou, où chacun prend un peu ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, et le incorpore. Si je peux rebondir un peu sur la question que tu as posée juste avant sur le côté financier, quelque chose que je n'ai pas dit aussi, mais c'est aussi un engagement en fait, et on gagne pas beaucoup de sous. C'est-à-dire que on vivote, entre guillemets, c'est pas déconnant, mais c'est pas mirobolant non plus, mais ça nous permet de nous lever tous les matins et d'être là, waouh, trop bien, aujourd'hui je vais dessiner de la paille. Et mais voilà, pour l'instant c'est pas super rémunérateur, tu vois. On tient l'équilibre, quoi, mais on vit sobrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, mais et c'est aussi ce côté un peu la militant, tu vois, c'est le fait de prendre du temps, tu vois, de dessiner dans tous les sens, d'avoir vraiment cette écoute avec les habitants, le lieu et tout ça. C'est vrai que c'est pas très rémunérateur, mais ça donne aussi le choix de dire ce projet oui, ce projet non. Des fois il y a des gens qui arrivent à l'atelier et nous disent bon voilà, j'ai ce projet là, nous on leur dit sonnerie C'est d'ailleurs de pierre, moi. Non, mais bien sûr, c'est pour ça. La pierre, j'aimerais trop. Et donc oui, mais non. En fait, on sait pas faire, tu vois. Je préfère genre du parpaing et tout ça. Genre, wow. Même là, j'hésiterais, tu vois. Je dis oh là, faut que je me replonge là-dedans. Non, il y en a qui sont meilleurs que nous. Je dis pas que c'est pas bien le parpaing. On pourrait avoir un débat là-dessus parce que même en empreinte carbone, il y a des trucs intéressants. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et donc il y a les gens qui viennent vers nous, quoi, pour convaincus, et c'est ça qui est bien, quoi. À la fin, on a que des gens qu'on a pas besoin de tirer. Ouais, mais s'il vous plaît, on pourrait pas mettre un peu de bois pour le coup, parce que plutôt que de couler des trucs encore avec du béton, du sable qui ne se renouvelle pas, etc. Avec l'énergie, et donc comment on déconstruit et tout ça. Voilà. Je vais en profiter pour te poser une petite question, parce que tu as suivi le cursus d'architecture, et maintenant que tu es plutôt du côté des artisans, est-ce que tu aurais un conseil, ou enfin, en tout cas, est-ce que ta vision du métier d'architecte, elle évolue aussi avec cette nouvelle... Bah, c'est vrai que moi, du coup, j'ai quand même bossé avec quelques archis, du coup, en étant de l'autre côté, du coup. Et il y en a certains avec qui ça se passait super bien. Certains, des jeunes archis, donc en fait, quand ils apprenaient que moi j'avais fait l'école aussi, comme ça, ils posaient plein de questions, et puis en général, il y avait du dialogue. Quand il y avait des problèmes sur le chantier, c'était, comment on peut faire, parfois on leur disait non, ça marche pas, nous on ferait plutôt ça comme ça, etc. Enfin, il y a du dialogue, quoi. Puis il y en a d'autres qui sont un peu bornés, et puis et puis parfois on a beau leur dire mais non, mais ça marche pas, en fait, c'est là ce que vous me demandez, c'est aberrant, et puis en fait ça entend pas. Donc en fait parfois faut écouter un peu les dans tous les sens, et prendre à grappiller à droite à gauche, et voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai eu un peu de tout, du coup, et puis parfois je me demandais si vraiment c'était les mêmes formations parce que du coup c'est vrai que j'avais ce côté où là en fait je parlais d'un truc que j'aurais pu dire quand j'étais à l'école, mais en ayant quand même le petit attrait patrimoine, et puis parfois derrière j'avais des réflexions, je me disais non, c'est pas possible, en fait. C'est des trucs comme ça. Faut dialoguer, en fait. Faut pas arriver sur le chantier en rentrant dedans. Quand il y a des problèmes, généralement ça vient les réponses viennent de tous les côtés. Et ça c'est bien quand ça dialogue. J'ai une question pour toi. Je me posais la question justement de ton rapport un peu à la matière, c'est-à-dire que quand tu sors de l'école, tu t'en as un petit peu parlé justement, mais t'as cette pierre là qui va demander du temps à être découpée, à être taillée, etc. Comment tu as abordé les outils? J'imagine moi la première fois que j'étais sur les chantiers, j'étais paniqué, je savais pas tenir une visseuse. Oui, moi j'étais pareil au début. Puis il y a toujours le côté quand c'est la première fois que tu utilises un outil, un machin, et tu sais qu'il y a quelqu'un derrière qui te regarde et qui te fixe et qui attend et qui t'attend au tournant en disant non, vas-y, fais voir, c'est comme ça. Bon. Puis parfois, il y en a qui te laissent galérer, qui te regardent pendant une semaine, et puis à la fin, quand il voit que t'as un peu la niaque, il arrive et il fait alors, c'est pas comme ça. Faut faire ça, faut faire les choses comme ça, etc. Et puis ça, c'est hyper formateur. Après, c'est vrai que nous, on a quand même une matière qui est super riche. Enfin, la pierre, c'est hyper... y a une énorme diversité en France. Nous, c'est ça qui est beau, et c'est aussi un peu pour ça que moi, le Tour de France, c'est hyper enrichissant. Et c'est vrai qu'on n'aborde pas toutes les pierres de la même façon. On n'utilise pas les mêmes outils, on n'utilise pas les mêmes techniques, etc. Donc, et après, on s'adapte en général. C'est pareil, sur un même type de pierre, il va y avoir plusieurs qualités différentes, comme la Vernon que je montrais tout à l'heure. Une pierre de bonne qualité, on la prend pas de la même façon qu'une pierre qui est un peu, on sait que c'est tendu. On s'adapte à ce qu'on a sur le tasseau, quoi. Question à Jérémy. Comment vous vous êtes rencontrés avec ton associé, et comment vous en êtes venu à vous associer, sachant que il avait déjà monté Ok. Merci pour la question. C'est vrai que j'en ai peut-être pas trop dit, mais tu vois, il y avait un peu cette approche. J'avais travaillé pour une amie de mon père qui faisait de l'architecture d'intérieur, où c'était super intéressant. Non, en fait pas du tout. Mais on faisait des bâtiments genre Club Med, machin. Tout était faux, et c'était de l'architecture d'intérieur, donc on devait faire des choses cheap qui allaient être vendues une blinde. Enfin bref, j'aime beaucoup. Par contre, c'était super sympa. Et pendant ce temps-là, pendant les 3 mois où je travaillais là-dedans, c'était un peu un job alimentaire, mais
j'ai pu chercher par les pages jaunes, comme j'expliquais, petit à petit, vraiment, où j'ai pris département après département, donc Rhône-Alpes, enfin non pas Rhône-Alpes, pardon, ça c'est une région, mais Savoie, Haute-Savoie, Isère, l'Ain, tout à l'Ardèche et tout, à la Drôme, tout en descendant comme ça, en tapant architecte et en regardant tous les sites internet, en les ouvrant dans tous les onglets comme ça, à regarder, je fais un ouais, c'est long, mais ça vaut le coup, parce que je vois l'atelier, j'appelle, je dis ça a l'air cool, j'appelle. Il dit ouais bah justement il y a un HMO qui va partir parce que bon il se sent pas de vivre dans la région parce qu'il va faire super chaud dans les prochaines années et tout ça. Et il va aller dans l'Ariège, ce que je comprends, bien qu'on puisse à mon avis il y a des systèmes à réfléchir pour qu'on puisse vivre nos régions. Bref, aparté. Et donc du coup ça a matché. J'ai envoyé la HMO. Et bah ça c'était trop cool quoi, l'enthousiasme aussi tu vois, c'est quelque chose qui a bien plu d'être là, ouais putain on fait plein de trucs, c'est cool. Et après en fait ils étaient 3 fondateurs, il y en a un qui est parti et ils étaient 2 avec un architecte, donc du coup mon associé, et un Rémi qui lui était urbaniste, donc il y avait un peu cette double casquette architecture urbanisme. Et donc ils avaient un 3e comme ça qui était souvent en formation HMO quoi, qui était plus là dans la production, mais qui était là un peu partout. Et à un moment, il y a l'urbaniste qui est parti parce qu'on avait moins de projets d'urbain, et donc du coup, il nous aidait beaucoup sur les projets archi, mais il se sentait moins bien. Puis je le comprends, le pauvre, c'était pas, c'est pas les mêmes manières de réfléchir, quoi. Et donc du coup, il y a eu quand même cette du coup, il allait vers d'autres horizons, il a trouvé plein de trucs, il a trouvé son bonheur, c'était chouette, et on s'est retrouvés tous les 2, et il m'a regardé, il dit on continue, ou ok, go. Mais bon, 28 ans, tu vois, donc c'était en 2020, 28 ans, c'est-à-dire là tu deviens co-gérant d'une boîte qui a 15 ans, donc du coup, HMO, moi j'avais pris un peu la HMO comme ça, en plus, parce que tout ce qui était juridique et tout, machin, administratif, machin, les garanties, les responsabilités, les avocats, tout ce que tu peux te prendre dans la figure pour pas grand chose en fait, parce qu'on est souvent le bouc émissaire. Bref, j'étais un peu comme ça, et là me dire en fait c'est en application tout de suite. Genre gestion, ok, va falloir faire le bilan. Oula, va falloir faire une assemblée générale, les propositions d'honoraires. Attends, est-ce qu'on paye suffisamment? Est-ce qu'on a bien vendu notre truc? Oui, mais attends, mais là on va pouvoir se faire plaisir là-dessus parce que là, enfin voilà, vertigineux. Mais cool. Merci beaucoup. Et puis on peut prolonger les questions autour d'un petit verre et une petite part de pizza. Si je... Et peut-être un remerciement de la part de nous deux à Lisa-Vie, bien sûr, pour l'accueil, la communication super sympa, Bernadette Jougan qui a eu son rôle à jouer toujours, le pilier de l'école d'architecture de Marseille, le 13 bien sûr qui nous accueille, et puis j'imagine tous les gens qui nous ont rencontrés sur le chemin, c'était chouette, pour les remerciements, les saluts, ils se reconnaissent, et merci à vous pour votre écoute.